L'Amazonie est un immense territoire où chaque niche écologique est occupée depuis longtemps. Les plantes ont leur place au soleil, les animaux suivent les mêmes pistes et trouvent refuge au même endroit. Tout est en équilibre pour assurer la coexistence, ce qui n'empêche pas la compétition. Mais récemment, de nouvelles forces ont commencé à envahir ce système. 75 espèces invasives, 31 plantes et 44 animaux sont arrivés dans la région. Elles s'emparent de l'espace, elles détournent la nourriture et l'eau et elles chassent les espèces locales. C'est toujours le même schéma, les envahisseurs s'installent et plus ils sont nombreux, moins les locaux peuvent lutter. Parfois, une poignée de nouveaux venus suffit à déséquilibrer l'écosystème délicat de la forêt tropicale. Dracarys. Voici un rappel discret de faire un petit quelque chose sous la vidéo. Alors, que se passe-t-il avec les envahisseurs de l'Amazonie? Il y en a déjà trop. Les premiers sont des chats qui n'ont jamais été domestiqués. Ils sont sauvages, prédateurs et ils nuisent à l'environnement, mais les chercheurs ignorent encore à quel point. Il y a aussi de nombreux chiens dans les zones protégées du Brésil. Ces chiens font concurrence à la faune locale qui perd presque toujours. Les populations baissent, surtout celles des carnivores, et bientôt un autre envahisseur va arriver. Le sanglier, l'une des 100 espèces les plus dangereuses au monde, compte bien se faire une place en Amazonie. On en a déjà repéré dans l'état de Tocantins qui n'est qu'à 2 pas. Cet animal cause de sérieux dégâts partout où il passe. Forêts, animaux et plantes, cours d'eau. De plus, les sangliers nuisent au portefeuille des habitants, petits agriculteurs et producteurs. Beaucoup de pays combattent les espèces invasives depuis des dizaines d'années et pour certains depuis plus d'un siècle. Mais le Brésil manque d'expérience. Le pays ignore comment évaluer les dégâts, atténuer les conséquences, contrôler les espèces ou même s'en débarrasser. Mais peut-être que le Brésil n'a pas besoin de savoir tout ça. S'il suffisait de relâcher en Amazonie des dragons de Komodo pour les laisser régler le problème. En fait, c'est une pratique courante, introduire un prédateur pour qu'il dévore les nuisibles non indigènes. Et le dragon de Komodo pourrait bien convenir. S'il vous est inconnu, laissez-moi vous en dire un peu plus. Le dragon de Komodo est un énorme lézard, un géant qui vit sur les îles indonésiennes de Komodo, Rinca, Flores, Gili Motang et Padar. De tous les lézards modernes, c'est le plus gros. Il peut atteindre 3 mètres de long et peser jusqu'à 150 kg. Naturellement, une telle bête a besoin de bien manger et les dragons de Komodo sont des prédateurs au sommet de la chaîne alimentaire. Ils n'ont pas d'ennemis. Leur menu correspond à leur taille, cerfs, buffles, sangliers et autres gros animaux. Mais à l'occasion, un dragon de Komodo ne refuse pas un petit rongeur ou un insecte. Ils chassent d'une manière intéressante, ils guettent leur proie, puis ils frappent vite, mordant et injectant un venin anticoagulant. La victime perd son sang, elle s'affaiblit, et même si elle essaie de fuir, elle ne peut pas aller loin. Il ne reste plus qu'à la manger. Les dragons de Komodo possèdent une peau écailleuse et résistante qui leur permet de survivre dans les conditions les plus rudes. Bref, c'est des prédateurs efficaces et impitoyables que tout le monde craint, des singes au bétail. Même les humains se montrent prudents à proximité d'eux. La robustesse des dragons de Komodo jouerait en leur faveur dans la forêt amazonienne car c'est un environnement peu accueillant. On y trouve des animaux dangereux qui ont développé des astuces spéciales pour chasser, se défendre et survivre. Toxines mortelles, mâchoires puissantes. Le dragon de Komodo aura de sérieux rivaux s'il décide de déménager. Il aura pour voisins des grenouilles qui peuvent tuer d'un simple contact. Des scolopendres plus longues que la pomme, des caïmans, des anacondas, des piranhas, des anguilles électriques, des jaguars, la liste est longue. Peu de prédateurs pourraient affronter les créatures locales. Mais le dragon de Komodo aura sa chance si le climat lui convient. En fait, l'Indonésie et l'Amazonie partagent le même climat tropical. Il y fait chaud, humide et la végétation est luxuriante. C'est logique, si on regarde une carte, on peut voir que les deux régions se trouvent à la même distance de l'équateur. En Indonésie, le milieu le plus humide est la forêt tropicale qui recouvre les plaines et les collines basses jusqu'à 1500 mètres d'altitude. Elle regorge de plantes, de grands arbres à la canopée dense et d'épaisses lianes torsadées.
L'Amazonie dispose aussi d'une forêt, plus précisément une forêt tropicale géante qui recouvre le bassin du fleuve Amazone au nord de l'Amérique du Sud. Elle s'étend sur 6 millions de kilomètres carrés. Il y pleut constamment, l'humidité y est extrême et la chaleur intenable. Bref, les conditions sont similaires. Un dragon de Komodo ne se rendrait même pas compte qu'il a été déplacé. Il pourrait même s'y sentir mieux qu'à la maison. Cependant, le dragon de Komodo, présent sur Terre depuis 1 million d'années, est menacé d'extinction. Il ne reste que 4000 individus dans la nature. Une étude menée par 2 universités australiennes a montré que le changement climatique et la montée du niveau de la mer leur nuisent. Leur habitat est déjà très réduit et avec l'eau qui monte, il ne fait que rétrécir. C'est pourquoi les modèles prévoient que les dragons de Komodo disparaîtront de 3 des 5 îles qu'ils habitent. Les humains, bien sûr, essaient d'empêcher ça, mais nos efforts ne suffisent pas. On ne peut pas arrêter la mer. On envisage cependant de créer de nouvelles réserves dans des zones plus appropriées, ce qui pourrait éviter que les dragons de Komodo ne disparaissent de la surface de la Terre. Mais trouver l'endroit idéal est crucial. Il faut un lieu avec le bon climat, beaucoup de nourriture et assez d'espace. Comme la forêt amazonienne par exemple. Ça semble être une bonne idée, non ? Si on décide vraiment de déplacer les dragons de Komodo hors de leurs îles natales, c'est là-bas qu'il faut les mettre. De plus, ils auront de quoi s'occuper. Première étape, réduire la population de buffles. On en a élevé énormément dans l'état du Rondônia dans les années 1950, mais le projet est devenu une bombe à retardement écologique, que l'on n'a toujours pas réussi à désamorcer. Le Rondônia a perdu 3 sites naturels protégés et a dû payer d'énormes indemnités en compensation. Tout ça à cause d'un énorme troupeau de 5000 buffles qui détruit tout sur son passage. Rien n'est épargné, champs, cours d'eau, animaux et plantes, réserves et terres indigènes avec leurs habitants. Comme je l'ai dit, tout a commencé dans les années 50, quand le gouvernement régional a décidé de faire venir des buffles. Ils devaient stimuler l'économie locale grâce à leur viande, à leur lait et à leur force de traction, et au début ça semblait être un bon plan. D'abord, on a fait venir 36 buffles, puis 30 de plus, et on les a fait se reproduire. Le projet s'est cassé la figure pour des raisons sans importance, mais dans les années 70, la situation avait échappé à tout contrôle. Les clôtures étaient à terre, et les animaux se sont répandus dans les plaines inondables de la région, où ils ont commencé à se reproduire très vite. L'État s'est ainsi retrouvé avec des milliers de buffles sauvages ravageant la nature. Par exemple, dans la réserve de Guaporé, il y a des zones qui sont régulièrement inondées à cause des pluies et des rivières en crue. Mais en 2024, une étude a montré que 48% de ces zones humides avaient disparu à cause des buffles sauvages. Les animaux piétinaient la terre, formaient un véritable labyrinthe de sentiers et déséquilibraient le cycle de l'eau. Les chercheurs ont aussi découvert un désert, là où on trouvait autrefois des animaux et des plantes. Là encore, le problème venait du comportement et de la taille des buffles. L'État a essayé de régler le problème, mais il l'a fait d'une manière étrange. Une personne a été embauchée pour allumer des pétards afin de parquer les buffles. Mais ça n'a fait qu'empirer les choses. Les animaux effrayés se sont enfuis encore plus loin qu'avant et ils se sont répandus plus largement que jamais. C'est là qu'un prédateur aurait été utile, pour réduire naturellement le nombre de buffles en les mangeant. Mais les buffles ne sont pas des animaux indigènes, ils n'ont pas de prédateurs et ils ne vont pas s'arrêter d'eux-mêmes. En fait, d'après les données, leur nombre pourrait atteindre 50 000 d'ici 2030, à moins bien sûr qu'on ne prenne des mesures sérieuses, comme faire venir un chasseur né de buffles. Imaginez, un buffle avance lentement dans la forêt ombragée. C'est le pic de la saison sèche, chaque pas fait craquer l'herbe cassante et la chaleur est insupportable. Soudain, un énorme reptile de la taille d'un homme adulte surgit des buissons. Avant que le buffle puisse réagir, le dragon de Komodo enfonce ses dents dans sa cuisse. C'est le comportement habituel d'un dragon de Komodo. Et après, bien sûr, le buffle se défend, il repousse le prédateur et il fuit pour se mettre en sécurité. Pas de problème, le dragon n'a qu'à attendre, car d'ici 36 heures, le buffle s'évanouira en raison de la perte de sang. Il ne restera au chasseur patient qu'à réclamer son dû. Cette méthode de chasse étonnante a été découverte par les premiers chercheurs qui ont étudié les dragons de Komodo dans les années 70 et 80. Ils ont été émerveillés de voir les dragons attaquer des buffles qui, plus grands que les lézards, étaient surtout bien plus lourds.
La plupart du temps, les dragons ne pouvaient pas abattre leur proie, ils ne réussissaient qu'à la mordre et la blesser avant qu'elle ne s'échappe. Mais les buffles finissaient toujours par mourir. Étonnamment, les dragons de Komodo n'ont pas évolué pour chasser et manger des buffles. Vous savez pourquoi ? Car les buffles ne sont pas natifs de la région, ils ont été introduits. Bien sûr, c'était il y a longtemps, des milliers d'années, mais c'est rien comparé à l'âge des dragons de Komodo en tant qu'espèce. Pourtant, ils ont appris à les chasser, comme s'ils le faisaient depuis des millions d'années. Au fait, cette méthode de chasse bizarre nous a fait supposer que la gueule des dragons de Komodo était pleine de bactéries. Comment expliquer autrement qu'un buffle blessé finisse par s'effondrer ? Ce n'est qu'en 2009 que des chercheurs ont découvert la présence de glandes à venin qui plonge la victime en état de choc et la fait saigner davantage. C'est comme ça que les dragons l'emportent. Bref, les dragons de Komodo semblent faits pour régler le problème des buffles au Brésil. Et les chiens que j'ai mentionnés plus tôt ? Des études menées dans des zones protégées du Brésil ont révélé que 37 espèces indigènes étaient affectées par la présence de chiens. En général, c'est parce que les chiens se battent pour les ressources qu'ils propagent des maladies et qu'ils sont des prédateurs. En fait, des 69 espèces animales brésiliennes menacées, 55% étaient mentionnés dans ces études sur les chiens. Et on parle bien de chiens de compagnie ordinaires, du genre qu'on a chez soi sans réaliser qu'ils sont considérés comme l'un des prédateurs nuisibles les plus répandus au monde. Des chercheurs ont calculé que les seuls chiens domestiques ont causé l'extinction d'au moins 11 espèces de vertébrés. Les chiens semi-sauvages et errants ont aussi laissé leur marque sur la nature, affectant 188 autres espèces à travers le monde. Le problème, c'est que les chiens se comportaient différemment des autres espèces invasives. Ils poursuivaient, tuaient et s'emparaient des ressources des animaux indigènes, mais ils ne les mangeaient pas. Et pendant la journée, ils ne formaient pas de meute. Les chercheurs en ont conclu qu'il s'agissait de chiens qui dépendaient toujours des humains pour leur nourriture et leur abri, même s'ils passaient la plupart de leur temps à errer. Au Brésil, leur nombre atteint 25 millions. Mais les chiens domestiques ne valent pas mieux. Par exemple, ils ont réduit la population de chiens des buissons dans le parc national de Brasilia. D'autres espèces en souffrent aussi, car les chiens ne font pas la différence. Les petits animaux comme les lézards sont touchés, mais aussi les gros comme les capybaras. Or, le dragon de Komodo pourrait aussi gérer le problème des chiens. Normalement, les chiens font pas partie de son menu, mais en faisant des recherches, on peut trouver des vidéos de combat entre les deux espèces. Les chiens ont des crocs aiguisés et ils sont agiles, mais si un dragon de Komodo peut abattre un buffle, un chien n'est qu'un détail. Sauf dans le cas d'une meute. Le lézard pourrait alors se retrouver en difficulté. Mais rien n'est moins sûr. Il peut éliminer les chiens et plein d'autres animaux gênants comme les sangliers. Ils sont sur la liste des 100 espèces invasives les plus dangereuses au monde, et maintenant on en trouve sur tous les continents. Enfin, sauf l'Antarctique bien sûr, il y fait encore un peu froid pour eux. Au Brésil, l'invasion a fait suite à l'importation de sangliers pour la production de viande, de la façon habituelle, évasion fortuite, lâcher délibéré, et soudain, les sangliers envahissent la nature. Aujourd'hui, on en trouve dans les 6 zones naturelles du Brésil et on en a vu dans 11 États. Ils envahissent les zones naturelles et les terres agricoles, propageant des maladies, dont certaines sont transmissibles aux humains. De plus, les sangliers dévastent les zones protégées, polluent les cours d'eau, déterrent et dévorent les plantes indigènes, endommagent le sol et modifient même sa composition. Et bien sûr, ils dévorent les petits animaux et volent la nourriture des plus gros. Il est temps pour le dragon de Komodo d'intervenir. Les sangliers font justement partie de son régime alimentaire. Et s'il y a des sangliers partout, les dragons seront enchantés de ne pas avoir à changer leurs habitudes dans leur nouvelle maison. C'est toujours agréable de retrouver sa nourriture habituelle quand on est loin de chez soi. Bien sûr, le dragon de Komodo devra s'adapter à son nouvel environnement comme n'importe quelle autre créature. Rencontrer des animaux inconnus, apprendre à vivre à leur côté. Actuellement, les dragons vivent sur des îles isolées où on ne trouve pas de grands prédateurs. En d'autres termes, ils ne sont menacés par personne. Mais en Amérique du Sud, l'équilibre des forces est différent. Ça pourra se finir de deux façons, soit le dragon de Komodo réussira à s'adapter et comprendra comment survivre, soit il mourra car ses mécanismes de survie ne fonctionneront pas dans cet environnement. Après tout, la forêt amazonienne est pleine d'animaux dont même un lézard géant doit se méfier.
D'abord, le jaguar, un énorme félin spécialisé dans la chasse aux reptiles, même gros et prédateurs. Dans le Pantanal brésilien, les jaguars mangent souvent des caïmans. Et ils ne les tuent pas par accident ou pour se défendre. Ils se jettent à l'eau, ils tuent un caïman, puis ils l'en sortent et ils le mangent. Pour chasser un dragon de Komodo, ils n'auraient même pas besoin de se mouiller. Et sur Terre, les jaguars sont aussi mortels que dans l'eau. Ces félins grimpent aux arbres, ils s'y reposent et ils chassent de là-haut embusqués. Quelque chose me dit que les dragons de Komodo n'ont pas l'habitude de ça. Personne ne leur a jamais sauté dessus sur leurs îles natales. Ça ferait d'eux des proies faciles, même leur peau épaisse ne les sauverait pas. Les jaguars ont la morsure la plus puissante des félins en proportion de leur taille. Ainsi, ils peuvent percer le crâne de leur proie, ce qui fait d'eux des chasseurs très rapides et efficaces. Ils ont évolué pour tuer des animaux comme les dragons. Désolé, messieurs les lézards géants, mais vous n'avez aucune chance. Mais ce n'est que le début de la liste des dangers, il y a aussi la harpie féroce. C'est le plus grand oiseau de proie de la région et l'un des plus grands aigles actuels. Les harpies féroces adultes sont au sommet de la chaîne alimentaire. Elles ont les plus grandes serres de tous les aigles et avec ces serres, elles peuvent porter des proies pesant la moitié de leur propre poids. Ça leur permet d'attraper directement dans les arbres des paresseux et autres grosses proies. Quand elle repère une cible, la harpie plonge et l'attrape. Mais si nécessaire, elle peut attendre en embuscade, perchée en hauteur, jusqu'à ce qu'un mammifère savoureux entre dans son champ de vision. Les harpies ont de nombreuses options, la liste de leurs proies inclut des dizaines d'espèces. Singes, renards, tatous, cerfs, pécaris. J'ai même entendu parler de harpies chassant d'autres gros prédateurs comme des ocelots. En gros, le monde est un buffet géant pour une harpie féroce et l'arrivée de dragons de Komodo signifierait l'ajout d'un nouveau plat au menu. Certes, un dragon adulte est bien trop gros et trop dangereux, mais même les dragons de Komodo ne naissent pas énormes. Les harpies pourraient s'en prendre aux jeunes, sachant qu'elles mangent déjà des iguanes. Un lézard ou un autre, peu importe, seul le goût change. Et les dragons de Komodo ne s'attendront pas à une menace vue du ciel. Et puis, il y a l'anaconda. J'ai déjà mentionné dans une autre vidéo qu'il existe quelques animaux capables de tuer un dragon de Komodo, et l'anaconda en fait partie. Dans la forêt amazonienne, l'anaconda est un super prédateur qui dévore tapirs, cerfs, pécaris, jaguars, caïmans, bref, tout ce qui croise son chemin. Bien sûr, de tels repas n'arrivent pas tous les jours, mais il n'y a aucune raison pour qu'un dragon de Komodo ne finisse pas dans l'estomac d'un anaconda. En parlant de cette autre vidéo, la liste incluait aussi une anguille électrique, qui vit d'ailleurs en Amazonie. Les dragons de Komodo n'aiment pas l'eau, donc ils ne chasseraient pas l'anguille, mais c'est un adversaire doué d'un moyen de défense unique. Un dragon ne pourrait rien lui faire, et il ne pourrait pas non plus s'en défendre. Vous vous souvenez de ce cher crapaud buffle, celui qui terrorise l'Australie et dont le poison tue les animaux? J'ai tellement parlé des dégâts qu'il cause que je dois être sur sa liste de personnes recherchées. Tout ça pour dire que le dragon de Komodo, pas plus que les autres varans, ne supporterait les toxines du crapaud buffle. Il mourrait empoisonné. Et vous savez ce qui est le plus intéressant? Les crapauds buffles viennent d'Amazonie. Et oui, il y en a énormément là-bas. Mais il y a bien d'autres créatures empoisonnées. Dans les forêts tropicales du bassin amazonien, beaucoup d'animaux ont appris à produire des substances spéciales pour repousser les prédateurs. Dans cette zone, on trouve plus d'une centaine d'espèces de dendrobates et chacune de ces grenouilles produit assez de poison pour tuer un gros prédateur. Ou également un humain. Sans parler des serpents, des araignées et des papillons, sans rire. Tous ces animaux ont appris à vivre aux côtés de voisins empoisonnés. Mais le dragon de Komodo ignore qu'il ne faut pas manger ce crapaud et qu'il faut rester à distance de ce serpent. Sans doute, les toxines des animaux amazoniens seraient mortelles pour lui. Et comme si ça ne suffisait pas, il y a aussi beaucoup de prédateurs d'œufs en Amazonie. Par exemple, les fourmis légionnaires adorent les œufs et les jeunes de 3 espèces de tortues amazoniennes. Les œufs font aussi le délice de plusieurs espèces de vautours, cigognes, hérons, renards et coatis. Jaguars, tégus et singes capucins mangent les œufs de caïmans noirs. Et ils ne représentent qu'une infime fraction des animaux qui seraient enchantés de trouver un nid de dragon de Komodo. Survivre et se reproduire dans de telles conditions serait sacrément difficile.
Ainsi, bien que l'idée d'introduire des dragons de Komodo en Amazonie semble bonne, en réalité, c'est le pire endroit qui soit pour les lézards géants. Tous les animaux capables de tuer un dragon vivent là. Même pour un super prédateur ancestral, l'Amazonie est bien trop inhospitalière. C'est pas pour rien que l'Amazonie est la zone naturelle du Brésil avec le moins d'espèces invasives, animaux et plantes compris. Ce milieu repousse les envahisseurs, car les animaux locaux sont bien trop forts. Mais même si les dragons de Komodo parvenaient à survivre dans la forêt amazonienne, il resterait un problème, ils deviendraient eux-mêmes des envahisseurs. Quelque chose de similaire a déjà lieu, qui ne concerne pas les dragons de Komodo, mais un autre lézard géant. Actuellement, le tégu noir et blanc d'Argentine s'installe en Géorgie et menace la faune locale. En fait, ce lézard vient d'Amérique du Sud, comme l'indique son nom. Les tégus mangent des œufs d'oiseaux dans les nids qu'ils trouvent au sol, mais ils ne dédaignent pas les fruits, légumes et insectes. Ces lézards sont plus petits que les dragons de Komodo, puisqu'ils n'atteignent que 1,20 m de longueur, mais ils sont tout de même dangereux pour les animaux du sud des États-Unis. Les services de protection de la faune craignent que les tégus fassent concurrence aux animaux indigènes pour la nourriture et autres ressources, qu'ils endommagent les habitats et propagent des maladies. Oui, comme toute espèce invasive. Et bien entendu, les tégus ont peu de prédateurs, donc ils se reproduisent à toute allure. On ignore comment ces lézards géants se sont retrouvés dans la nature, mais une hypothèse pourrait tout expliquer. La possession de tégus en tant qu'animaux de compagnie est légale dans beaucoup d'États, et il est probable que certains ont ainsi été relâchés, ou qu'ils se sont échappés avant de réaliser que la vie sauvage était fort agréable, suffisamment pour commencer à se reproduire. Comme les tégus adorent grignoter des œufs, ils sont un danger pour les oiseaux et les reptiles qui nichent au sol ou pondent dans des terriers. De plus, ils pratiquent un type de prédation assez inhabituel. D'abord, il existe la prédation intraspécifique quand des animaux pratiquent le cannibalisme, c'est-à-dire qu'ils mangent leurs semblables. Puis, il y a la prédation interspécifique, la plus commune. Mais les tégus pratiquent la prédation intra-guilde. Ça veut dire qu'ils tuent et mangent parfois leurs concurrents. Par exemple, les lions tuent et mangent les guépards, les loups, les coyotes. Et ce lézard géant fait la même chose, ce qui ne fait qu'empirer les choses. Le tégu chasse et tue les autres reptiles locaux, simplement pour qu'ils ne lui fassent pas concurrence. En conclusion, cette espèce est considérée comme indésirable dans beaucoup d'endroits du monde, comme l'Australie et la Thaïlande. Aux États-Unis, les tégus envahissent la Floride, la Géorgie que j'ai déjà mentionné, et la Caroline du Sud. Et tous les efforts pour s'en débarrasser en les chassant ont échoué. En fait, les tégus ont même survécu au commerce de leur peau dans leur habitat natal. Ils s'en sont remis, alors quelques coups de fusil ne leur font ni chaud ni froid. Pourquoi je vous raconte tout ça? Parce qu'il s'agit d'un gros lézard, un prédateur qui s'adapte parfaitement à de nouveaux milieux. Les tégus nous aident peut-être à nous débarrasser d'autres espèces non indigènes, mais en fin de compte, ils font plus de mal que de bien. Ce serait pareil avec les dragons de Komodo. Ils chasseraient les espèces locales, ils entreraient en compétition avec les prédateurs indigènes. Bref, ils ne feraient pas ce que l'on attend d'eux, et une fois installés, on ne pourrait plus s'en débarrasser. La forêt amazonienne est le pire endroit au monde pour combattre une espèce invasive. Une simple inspection écologique dans la région amazonienne nécessite des 4x4 pour le travail de terrain et des hélicoptères pour la reconnaissance aérienne. Tout ça coûte très cher, donc on ne pourrait pas espérer se débarrasser rapidement des dragons de Komodo s'ils devenaient incontrôlables. Et la vitesse est la clé dans un tel cas. Plus vite on commence à éradiquer une espèce non indigène, meilleures sont les chances de s'en débarrasser. Il ne faut surtout pas laisser l'envahisseur s'installer. Mais dans le cas des dragons de Komodo, l'idée serait de les laisser nous aider dans un premier temps. Alors seulement on réaliserait qu'ils ne nous aident pas du tout et qu'il faut faire quelque chose. Mais comment? La forêt est impraticable et il faut de l'argent pour le transport, tout coordonner, embaucher des gens. Un temps précieux serait perdu. De plus, travailler en Amazonie est incroyablement difficile à cause de l'immensité de la région, sans parler des dangers. Alors, si des dragons de Komodo parvenaient à s'établir, ils resteraient dans ces forêts de manière permanente. Et l'Amazonie serait menacée. Heureusement que personne n'envisage sérieusement d'en introduire là-bas. Vous me devez un like. À plus.